Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job, aujourd'hui, on s'intéresse à la sécurité routière au travail. Alors pas sur votre lieu de travail, mais lorsque vous vous rendez au travail, plus de 236 000 personnes blessées en 2022 parce qu'elles étaient au volant. On en parle avec François Rouvier, directeur général de Salvoum. Il nous expliquera tout. Les entreprises s'engagent avec une entreprise ou une association. Aujourd'hui, une association pour parler de l'inclusion par le sport. Oui, c'est aussi un levier d'insertion professionnelle. On en parlera avec Jean-Philippe Assensi, président d'Appels, l'agence de l'éducation par le sport. Et puis le cercle RH, le nouveau lien de subordination, pour le dire simplement. Pourquoi allons-nous travailler pour le sens, pour le salaire? Comment faire lorsqu'on est une entreprise pour maintenir l'engagement de ses collaborateurs? On en parlera avec des experts et des spécialistes de ce sujet. Puis pour terminer notre émission, fenêtre sur l'emploi, le grand désengagement ou simple évolution des comportements. On fera le point avec Julien Breuil qui a compilé des études. Il est le directeur des relations entreprises au groupe EDC Business School. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, c'est un sujet de société qui impacte les salariés, la sécurité routière. Lorsque vous êtes en voiture et que vous vous rendez sur votre lieu de travail, eh bien, il arrive assez fréquemment que vous ayez un accrochage, un accident, des blessures et parfois allant jusqu'à la mort. On en parle avec François Rouvier. Bonjour François. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes le directeur général de Salvoum. On vous accueille aujourd'hui parce qu'on avait été interpellé par les propos de Laurent Pietraszewski, ancien ministre en charge de la réforme des retraites, mais aussi des questions de santé, qui avait sur notre plateau évoqué la mortalité. On avait été sidéré par le nombre d'accidents mortels de salariés allant au travail. C'est votre sujet. Pourquoi avoir décidé de l'adresser et pourquoi choisir d'interpeller les entreprises sur ce sujet? Alors, d'abord parce que, comme vous l'avez dit, c'est un sujet majeur. C'est la première cause de mortalité sur les routes en France. Le trajet domicile-travail est la première occasion de perdre sa vie et d'ailleurs d'avoir un accident sur la route. La raison est simple, c'est que comme on connaît par cœur le chemin, on se concentre moins et on se concentre moins, donc forcément on perd son attention. Son attention, elle est encore dans sa vie professionnelle à venir ou passée, et donc on est moins en contact avec la route. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ça? D'abord parce que Salvoum, qui a été créé en 2014, oui, est né de la volonté de sauver le maximum de vies grâce à des formations digitales. Les formations présentielles qui existent depuis très très longtemps en secourisme et en prévention ont l'inconvénient du présentiel, il faut les organiser, etc. Et l'inconvénient du fait que vous avez peut-être été vous-même formé au secourisme ici, on l'est une fois et puis ensuite, 6 mois après, on a un peu oublié les gestes, et quand on se retrouve en situation, on n'ose pas agir. Là, on peut ouvrir l'application le temps que l'on veut. Là, on peut ouvrir l'application sur son téléphone, sa tablette, autant de fois qu'on veut. Un mot quand même et quelques chiffres quand même pour bien comprendre l'importance de l'accompagnement que vous faites à travers le numérique, puisque c'est à travers le numérique que vous accompagnez les collaborateurs. 12,3% des accidents de travail sont des accidents de la route. Et ce dernier chiffre, 35% des accidents de travail mortels sont des accidents de la route. Moi, je rajoutais le chiffre de 236 000 personnes blessées sur la route en France métropolitaine. C'est des chiffres ahurissants. Il y a la connaissance du parcours. J'ai envie de dire, il y a aussi le stress au travail, parce qu'on commence à travailler dans sa voiture et on commence aussi à répondre à des SMS, à des mails, à parler au téléphone. Est-ce que ça, c'est quantifié? Est-ce qu'on a des données sur ce sujet? Alors, on a des données. Vous savez, 82% aujourd'hui des employeurs ne savent même pas tous les chiffres que vous citez. Ça veut dire qu'en plus, il y a une très très forte méconnaissance de la part des employeurs eux-mêmes. Tout ça touche, et je trouve que c'est important que vous le souligniez, à des sujets sur lesquels nous travaillons aussi, qui sont les troubles, enfin les risques psychosociaux. Aujourd'hui, la non-déconnexion, les salariés sont dans leur voiture, ils sont déjà au travail. Il y a un stress qui fait qu'on ne veut pas perdre de temps et on utilise son téléphone au volant, et on sait les catastrophes, le nombre d'accidents qui sont provoqués par le téléphone au volant, évidemment.
cause de perte d'attention. Rappelons le chiffre porté par Laurent Pietraszewski, mais qui est le chiffre officiel, 454 personnes tuées dans des accidents de la route liés au travail. Elles sont responsables ou elles sont victimes d'un accident, qu'importe. C'était sur le chemin du travail. Votre formation, votre accompagnement, les DRH s'en emparent. Est-ce que c'est un sujet de préoccupation où ils ouvrent les yeux en disant « mais vous avez tellement raison » ? Les deux. Je pense que les DRH avec lesquels on est en contact savent qu'on a raison. Encore faut-il que quand on est en contact, ça veut dire qu'ils ont pris conscience, ou ça veut dire qu'on a pu les rencontrer, leur parler du sujet. Et ensuite, quand ils lancent le sujet, en général, au départ, ils le font pour des raisons réglementaires, parce qu'ils savent que le Code du travail les oblige à prendre soin de la sécurité de leurs collaborateurs. Exactement. Et puis, en fait, au fur et à mesure que les formations se font, ils découvrent, que ça a un impact RSE très fort, c'est-à-dire que, en général, les responsables RSE disent, là, tu es en train de toucher à un sujet de responsabilité de l'entreprise. Bien sûr. Et deux, les collaborateurs sont très reconnaissants à leur DRH parce qu'on s'implique sur des sujets qui sont vitaux. Salvoum, dans la plateforme, quels sont les conseils, sans dévoiler évidemment le programme, mais quels sont les outils, les leviers pédagogiques que vous utilisez pour sensibiliser ? On se souvient des campagnes de la prévention routière qui parfois avaient suscité la polémique, très violente, très choc, qui heurtaient le téléspectateur. Comment vous y prenez pour faire prendre conscience que quand on prend sa voiture, on peut se mettre en danger et qu'il faut être prudent ? Comment on fait ? Alors, le cœur de la formation de Salvoum, c'est le digital. On est aussi capable d'organiser des formations présentielles quand le client nous le demande, on organise des webinaires, etc. Mais le cœur de notre formation, c'est le digital. Depuis 2014 que l'entreprise a été créée, l'accent a été mis sur l'ancrage mémoriel. Et on travaille sur quoi ? Sur un ensemble de petites scènes, toutes virtuelles, c'est-à-dire qu'on ne mélange pas des images réelles et des images virtuelles parce que c'est factice. Donc c'est que des scènes qui simulent une situation réelle et on fait interagir l'apprenant qui va se tromper et du coup par le fait qu'il va se tromper, il va comprendre ce qu'il faut faire, il va se mettre à la place du secouriste et ensuite on a des petits modules de récapitulation de façon à ce qu'il apprenne les essentiels et on le répète. Et encore une fois, comme vous l'avez dit, l'intérêt du digital, c'est qu'il peut refaire plusieurs fois les exercices. Un tout dernier mot avant de nous quitter. On parle beaucoup de voitures et les cas dont nous parlons sont les accidents routiers. Il suffit de se balader à Paris pour voir le nombre de Parisiens à vélo. Est-ce que vous engagez, vous réfléchissez à la fois une pédagogie, une manière d'apprendre au vélo à s'arrêter au feu rouge et à se comporter comme des citoyens civilisés ? Alors ça, c'est une question extrêmement importante que vous soulevez. C'est celle des mobilités douces, qui n'ont de douce que le nom, ou que l'aspect durable. Mais en termes d'accidents, vous avez vu l'explosion du nombre d'accidents mortels et d'accidents avec de très graves séquelles provoqués par la trottinette. Donc nous avons développé un module spécifique sur les mobilités douces, là encore, à l'attention des entreprises, pour qu'elles sensibilisent leurs collaborateurs à la fois à la prévention et au secours. C'est un sujet important. Merci François Rouvier d'être venu nous éclairer, DG de Salvoum, créé en 2014, avec des programmes, vous l'aurez compris, tech, digitaux, que vous pouvez revoir à l'envi, parce que c'est vrai qu'une fois, ça ne suffit pas. Il faut en général faire ce qu'on appelle la piqûre de rappel. Merci de nous avoir rendu visite. Merci à vous. On tourne une page, les entreprises s'engagent, c'est notre rubrique, à la rencontre d'entreprises, mais aussi d'associations, de structures engagées pour l'inclusion. On accueille notre invité. Les entreprises s'engagent avec des entreprises, mais aujourd'hui avec une association que vous connaissez. Et on va parler du sport, l'inclusion par le sport avec un passionné. Jean-Philippe Assensi, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver. On n'a pas changé. Président de l'APELS, l'Agence de l'éducation par le sport. Vous portez ce sujet, j'allais dire, depuis votre plus jeune âge, après votre rencontre avec Perrin, qui était un entraîneur incroyable, perchiste, je crois, entraîneur de perche. Vous vous êtes dit, il y a le sport compétition, il y a les trophées, puis il y a aussi le sport, comment on pourrait dire, inclusion. C'était ça. À la base, il y a la grande école du sport. Je suis tombé dedans dès l'âge de 7 ans. Vous vous rappelez que j'ai eu cette chance immense de rencontrer mon père spirituel, Jean-Claude Perrin. Le sport, c'est une grande école. C'est avant tout une école de valeurs. C'est un espace de
de fraternité unique, de lien social, et de fil en aiguille, j'y ai fait ma vie professionnelle. C'est un bonheur quotidien parce qu'aujourd'hui, on permet à des jeunes, à cette grande injustice, à ce grand gâchis qui est de dire aujourd'hui, vous avez 1,5 million de jeunes au chômage sans diplôme et certainement la moitié dans les quartiers populaires. Il y a un vivier extraordinaire et avec le sport, eh bien, on a créé une méthode qui leur permet d'accéder à l'emploi. Des événements, alors ça se passera le 9 juin au Stade de France. La ministre des Sports sera là, elle vous suit, elle vous accompagne. On va voir quelques images qui sont intéressantes parce que on voit bien ces jeunes au chômage viennent la plupart du temps, en tout cas souvent de zones rurales isolées, mais aussi de quartiers prioritaires de la ville. Ça, c'était dans les Yvelines. Un coach d'insertion par le sport, tout est dit sur le t-shirt, ou en tout cas le manteau de ce coach. L'objectif, c'est quoi? C'est à la fois de faire découvrir des sports et de lui dire tu es capable de t'engager sur quelque chose. C'est ça aussi l'objectif. Oui, c'est ça. La principale caractéristique de ces jeunes, c'est qu'ils évoluent dans des milieux pauvres et ils n'ont pas de réseau. Donc le premier travail des coachs d'insertion par le sport, qui est un vrai métier, on forme ces gens-là, il y a une vraie reconnaissance. Donc les coachs d'insertion par le sport, ils vont détecter les qualités de ces jeunes-là, ils vont travailler sur la notion de collectif, ils vont embarquer ces jeunes-là pour les présenter aux entreprises. Et c'est tout ce travail aujourd'hui qui est lourd, parce que vous avez aujourd'hui beaucoup de ces jeunes, à Garges-les-Gonesse par exemple, là, vous avez 400 jeunes. Ministre de l'Industrie. Ministre de l'Industrie. Qui a mis les gants. Qui a mis les gants, qui a été très bon. On l'attend maintenant pour qu'il nous ramène quelques grandes entreprises françaises. Ah, je parle des médailles, non, c'est pas des médailles. Non, c'est plus des entreprises, là. Les médailles, c'est l'autre ministre, mais qui est aussi Amélie Oudéa, qui est très sensible à ces valeurs d'inclusion. Et qui vous accompagne sur votre initiative. Elle est formidable. Membre du réseau des entreprises s'engagent, et je ne voudrais pas qu'on oublie Thibaut Guilhuy, qui porte aussi cette communauté qui grossit. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à cette communauté? Parce que dans cette communauté, il y a beaucoup, plus de 70 000 entreprises. Oui. Tendez la main à ces jeunes. J'ai envie de leur dire, on a un grand projet à faire ensemble et on annoncera des choses dans les semaines à venir avec ces grandes entreprises. Vous avez les moyens de sortir ces jeunes de l'état dans lequel ils sont. Vous avez les moyens de changer les quartiers et de changer la France. Vous avez un potentiel extraordinaire. On vient d'en placer 600 au Crédit Agricole, une centaine à Decathlon. Vous avez aujourd'hui des jeunes qui sont différents, qui sont généreux, qui ont la niaque. Il faut changer vos méthodes de recrutement. Et nous, on vous accompagne. Nous, on accompagne ces boîtes-là à recruter différemment, recruter par le talent, par les soft skills. Et il y a des jeunes qui sont fantastiques, qui ont envie de changer ces boîtes de l'intérieur. Un mot, il y a eu une traversée de désert parce que ce sujet n'était pas adressé, les gens ne comprenaient pas ce que vous portiez. J'ai aujourd'hui le sentiment, quand on accueille Thibaut Guilhuy sur ce plateau ou quelques autres acteurs engagés, qu'ils ont parfaitement compris l'initiative, qu'ils vous soutiennent parce qu'ils ont compris le levier, le vecteur. C'est vrai ce que vous dites, il y a une ambiance aujourd'hui. L'État a fait beaucoup de choses. Toujours à critiquer l'État. L'État a fait beaucoup de choses sur le plan d'investissement des compétences. Thibaut Guilhuy, qui est un ancien entrepreneur, est une personnalité qui sait fédérer les entreprises qui ont des besoins aujourd'hui incroyables et qui ont des besoins d'aller chercher d'autres jeunes. Et puis le sport qui se dit, on a une grande mission sociale. Et Amélie Oudéa qui veut porter ce dossier-là. Et nous, on est évidemment derrière. Et cette grande ambition, il faut vraiment la porter au même niveau qu'on porte l'ambition des Jeux Olympiques. Un mot quand même, c'est important. On voit quand même l'intérêt du sport qui devient, c'est pas un prétexte, c'est génial de faire du sport. Il faut faire du sport. Je fais du sport, vous faites du sport. Mais c'est devenu un prétexte finalement pour aller vers l'entreprise. C'est ça qui est formidable. Oui, parce que finalement, qu'est-ce qu'on défend dans les entreprises? On défend des valeurs. Qu'est-ce qu'on défend aussi dans le sport associatif? En tous les cas, on défend des valeurs. Je parlais de la générosité, je parlais du sens de l'effort, je parlais de la mixité sociale dans des villes qui sont compliquées, apprendre à vivre ensemble. On apprend ça aussi dans le sport et c'est très utile aujourd'hui pour l'entreprise. Donc on est au balbutiement de quelque chose d'énorme et il faut dire aux entreprises, aidez-nous, challengez-nous, etc. Mais on a besoin de vous aujourd'hui. En tout cas, à travers l'appel, il y a une forme de sourcing, parce qu'on entend souvent des entreprises qui disent « mais j'arrive pas à sourcer ces jeunes, on n'arrive pas à aller les chercher ». Il s'avère que ces jeunes, on les a, vous les avez. Bien sûr. Ils sont là sur les rings, ils sont dans les clubs de sport. 1500 l'année dernière et on ne fait qu'évoluer. Donc ils sont là ces jeunes-là, sauf qu'il faut faire cette passerelle qui n'existe pas aujourd'hui. Ces jeunes, ils sont parfois coupés du monde de l'entreprise. Clairement. Il faut faire cette passerelle. Ils en ont même peur. Oui, parce qu'ils ne la connaissent pas, tout simplement.
Mais quand on arrive à décoder ce travail-là et quand on les accompagne vers l'emploi, ça marche et c'est de formidables réussites. Et avec un ministre, le ministre Lescure, en charge de l'industrie, qui est là aussi pour mettre en relation les entreprises avec ces jeunes qui cherchent un emploi. Exactement. Allez sur le site de l'APELS. Merci Jean-Philippe Assensi, vous n'avez pas perdu votre passion et votre énergie. C'est un vrai plaisir de vous accueillir, président de l'APELS, agence de l'éducation par le sport, avec le 9 juin. Un point d'orgue, en tout cas, avant ces JO de 2024, ça sera au Stade de France. Combien de jeunes ? Les trophées de l'inclusion par le sport, on sera 400 à peu près. Génial, et avec la ministre Oudéa Castéra. Merci d'être venu nous rendre visite. On tourne une page. Le Cercle RH est dans quelques instants après la pause. Pourquoi je vais travailler ? Pourquoi je m'engage dans une entreprise ? Ou d'ailleurs, pourquoi je me désengage de mon entreprise ? C'est des questions fondamentales qui, depuis le Covid, ont pris une proportion incroyable. Les DRH, évidemment, se préoccupent de toutes ces questions d'engagement et de marque employeur. On en parle avec des experts juste après la pause. Le Cercle RH est notre débat quotidien pour s'intéresser à un sujet à la fois qui est au carrefour de l'économie, de l'entreprise, de la philosophie, de la psychologie. C'est pourquoi je m'engage, pourquoi je vais travailler. Et évidemment versus pourquoi je me désengage, pourquoi je n'ai plus envie d'aller travailler ou de donner à mon entreprise. Ça, c'est le sujet central qui traverse évidemment les entreprises. On en parle avec mes invités. Je ne sais pas si on va résoudre le sujet, mais en tout cas, on va le poser sur la table. Alban Armand. Vous savez, Alban Armand. Vous avez un problème avec mon nom, Armand. Mais je n'ai aucun problème avec mon nom. Alban Armand, je suis ravi de vous accueillir. Merci. Directrice chez Robert Half. Et on commentera cette étude que vous étiez venu nous présenter il y a quelques semaines maintenant, qui est assez intéressante sur l'engagement et le désengagement et les envies des collaborateurs. Exactement. Elle est intéressante. Dominique Largot, ravi de vous accueillir. Vous êtes la déléguée régionale Île-de-France pour l'APEC. On parlera de ces cadres, de leur envie de renverser la table, mais ils en ont plus envie qu'ils ne le font, si j'ai bien compris. Oui, c'est plutôt ça. Ils en rêvent, mais ils ne le font pas. Oui. Et avec nous, Marc Landré, ravi de vous accueillir, Marc, associé chez SIA Partners, avec beaucoup de vos équipes qui sont venues dans nos émissions, et c'était passionnant. Juste pour qu'on soit d'accord sur le sujet dont on va parler, est-ce que poser le problème sur pourquoi vais-je travailler vous semble être la bonne thématique du moment ? C'est-à-dire le nouveau rapport que l'on entretient au travail. Est-ce que ce rapport a changé, pour ne pas dire a explosé, Alban ? Ah oui, alors je pense que c'est le bon angle, effectivement. Il y a le sujet de ce que veulent les candidats et ce qu'ils ne veulent plus aujourd'hui, et puis corrélé à ce que les entreprises comprennent de ces messages. Et puis un deuxième sujet que vous avez déjà évoqué avec Dominique, qui est l'intention des candidats et puis la réalité aussi derrière. 62% ça c'est APEC, des entreprises recrutant des cadres ont révisé la rémunération à la hausse. Je donne la parole, mais Marc Landré, vous avez une vue un petit peu comme ça, un peu en hauteur de l'histoire du marché du travail. Restons modestes, mais vous connaissez ce sujet. Est-ce qu'on est en train de vivre une révolution dans le rapport de force entre le collaborateur et l'entreprise ? Je dirais que c'est une révolution, une accélération, parce que chaque génération n'a pas envie de revivre ce que ses parents ont vécu en matière professionnelle. Donc il y a toujours des variations, des évolutions, des modifications dans leur rapport au travail par rapport à la génération précédente. Mais là, il y a un double phénomène qui est en train de se passer, qui est le phénomène post-Covid, où on a vu le rapport au travail changer du fait des confinements, du fait de l'isolement, du fait du développement du télétravail. Et on a cette nouvelle génération qui est une génération qui est dite zapping, c'est-à-dire qu'elle va de cause en cause et sur des modalités qui sont encore très différentes des précédentes, notamment sur toutes les questions de développement durable, sur les questions d'égalité professionnelle. Et donc ces deux phénomènes-là viennent se cumuler pour faire un rapport au travail qui a fortement évolué, en tout cas qui a plus fortement évolué par rapport aux générations précédentes que ce qu'on avait connu par le passé. Alors là, ça se gâte, c'est la question du recrutement, je me mets du côté des recruteurs, alors de ceux qui chassent, mais aussi des DRH en direct. Côté APEC, 64% des entreprises ayant recruté au moins un cadre en 2022 ont rencontré des difficultés de recrutement. Oui. Quels sont les problèmes de recrutement auxquels ils sont confrontés ? C'est-à-dire que le candidat n'a pas envie de venir, l'entreprise n'est pas attractive. C'est quoi les sujets qui bloquent ? Alors, de l'avis des entreprises, le premier sujet, c'est le déficit de candidature. Ça, c'est très clair. C'est le premier élément qui est évoqué. Le deuxième, c'est celui de l'inadéquation des profils avec les postes proposés.
Et donc, effectivement, les entreprises sont obligées de s'adapter, de faire des ajustements dans leur pratique de recrutement pour pouvoir avoir des candidats pour occuper leur poste. Reconnaissons que c'est une révolution. L'entreprise est obligée de se montrer sur son meilleur profil, faire des campagnes, aller sur les réseaux sociaux. Enfin, il y a 20 ans, mais le rapport de force est inversé. Mais totalement. C'est le salarié qui choisit l'entreprise dans laquelle il veut aller, alors qu'avant, quand on avait un marché du travail qui était nettement moins tendu, l'employeur avait l'embarras du choix et pouvait choisir parmi un certain nombre de salariés. Et ça, c'est une vraie révolution, c'est une vraie différence par rapport aux générations précédentes. Il y a même des Alban. entreprises qui aujourd'hui font leur CV. C'est ça. C'est elles qui se vendent. C'est elles qui se vendent, absolument. Donc on a été créé en 2012, on a un bon chiffre d'affaires, en RSE on est top. On propose ça, tel service, parce qu'on parle effectivement, et on en parlera après, de la rémunération, qui reste un facteur important de choix. Quand même. Mais pas que. Avant, ça remportait tout. Maintenant, c'est l'autonomie dans le travail, c'est les capacités de progression de carrière, et c'est les services plus qu'on va être capable d'offrir aux salariés pour les attirer et ensuite les retenir. Mais vous, collectivement, et moi-même d'ailleurs, est-ce que vous avez le sentiment qu'on est en train de transformer le candidat en consommateur et que la relation qui s'installe, c'est un peu une relation de consommateur avec un produit, c'est-à-dire je ne sais pas si c'est consommateur, parce que quand on pose la question au cadre sur le lien qu'ils ont avec leur entreprise, et ça, je pense que c'est important que les entreprises l'aient en tête, ils sont 58% à dire que ce lien est plus affectif que contractuel. Donc en fait, c'est pas forcément un sujet de consommation, mais c'est un sujet d'attraction en fait et de séduction entre les candidats et les entreprises. Mais le lien du consommateur, excusez-moi, à une marque est souvent affectif. On a les souvenirs d'enfance, on aime un yaourt plutôt qu'un autre parce qu'on a des souvenirs. C'est un peu le rapport qu'on a avec sa boîte. Non, mais avec une capacité de zapping qui est beaucoup plus importante forte que par les passés. Regardez, vous avez une étude américaine qui démontrait que aujourd'hui, la génération alpha est capable de quitter un job parce qu'il y a une politique dans l'entreprise qui ne lui plaît pas. C'est des choses qu'on ne connaissait pas avant, parce que quand on avait la peur du chômage ou qu'on n'avait pas la même relation au travail, on hésitait beaucoup plus avant de se lancer dans l'aventure, de quitter une entreprise pour aller retrouver un autre emploi. Et ça, c'est une révolution, c'est un changement fondamental dans le lien de subordination. On est d'accord. Dans la relation que les uns et les autres vont avoir avec la notion même de travail. Alban, vos études montrent aussi cela, non pas un désengagement, mais un rapport un peu distordu avec le travail. C'est pas une question que de désengagement. Alors, c'est pas une question que de désengagement. Je rejoins Marc effectivement sur le fait que la génération de nos parents est avant rentrée dans une structure pour y faire carrière jusqu'au bout. Dans un lien de subordination rigide. Très patriarcal finalement dans l'approche. Aujourd'hui, ce que demandent les candidats et les générations suivantes, c'est du collectif. Donc la relation au management, elle n'est plus verticale comme on pouvait. Mais plus horizontale. Exactement. Management par projet. C'est management par projet, c'est le collectif, on se met autour d'une table, on est transparent et on va chercher les informations aussi, j'allais dire presque du bas vers le haut. En tout cas, voilà, tout le monde est corrélé dans un projet qui est commun. Juste un petit focus, vous l'avez évoqué, les crises environnementales, les sujets d'écologie pour tous les alumni qui sortent d'école, c'est le sujet de préoccupation numéro 1, sondage Ipsos. Il y a un sujet, je voudrais l'ouvrir, quand on interroge les cadres et quand ils sont dans l'entreprise, ils vous disent, moi j'ai un besoin, alors je mets le mot amour, mais le vrai mot c'est le mot reconnaissance. J'ai besoin de reconnaissance. Est-ce que ça ressort aussi? C'est-à-dire, c'est peut-être de dire, je viens dans une boîte, je me lève le matin pour y aller, mais je voudrais qu'on me rende quelque chose. Absolument. Alors, ça se traduit sous deux formes. Alors, il y a la reconnaissance salariale, évidemment, mais ces derniers temps, les entreprises ont fait beaucoup d'efforts sur le sujet. Mais il y a aussi la possibilité d'avoir une vision sur ses perspectives. Et ça, c'est vraiment important. Ça apparaît en deuxième point comme élément de fidélisation et de maintien dans l'entreprise, ou comme premier élément de départ de l'entreprise si on n'a pas de perspective. Évidemment, dans ce cadre-là, les TPE, PME sont un peu moins facilités que les grandes entreprises qui peuvent offrir des perspectives de carrière un peu différentes. Mais c'est un vrai sujet pour les... Non, mais la reconnaissance, elle passe aussi dans la relation directe qu'on a avec son manager, c'est-à-dire le lien que je peux avoir avec lui ou le pas de lien qui fait qu'à un moment donné, je me dis, mais pourquoi je reste ici? Enfin, j'ai pas de retour, j'ai pas d'intérêt à rester. Enfin, on le voit beaucoup, ça, dans les études. C'est un peu sociologique. Oui, il n'y a pas que ça. Hein. C'est pas exclusivement focusé non plus sur la relation managériale. C'est-à-dire que ce que dit Dominique est très juste. Dans la reconnaissance, il y a aussi un package et même les petites entreprises peuvent effectivement apporter autre chose sur la table et notamment la dimension formation. Parce qu'aujourd'hui, ils cherchent des repères. Effectivement, ils vont switcher en 3-4 ans si derrière, il n'y a pas plus à apporter. Et c'est
Il y a du salaire. Si je végète, quoi. Mais il y a de la formation. Et dans notre étude, effectivement, ce qui ressort, je trouve ça intéressant en termes de dimension chiffrée, c'est que vous avez un candidat sur 4 qui aujourd'hui va envisager de la reconversion professionnelle. Et quand on parle de reconversion professionnelle, c'est pas passer de directeur commercial à boucher nécessairement. Ça peut être du transverse au sein de même secteur. C'est beaucoup le même secteur. Hein. On passe pas comme ça de producteur de fromage de chèvre en étant cadre. Enfin, c'est très rare. Non, mais vous voyez, si effectivement le dialogue est beaucoup plus instauré entre la direction et les collaborateurs, derrière vous prenez ça en considération. Vous voyez qu'il faut remettre de l'humain, il faut mettre des mots. Vous retenez vos talents. Mais pas que. L'offre de travail aujourd'hui, elle a évolué. C'est un package. C'est une offre au sens large, avec du psychologique, du sociologique, avec de l'accompagnement, avec de la progression de carrière, de la promesse, du salaire. C'est le mouton à 5 pattes que vous nous décrivez. Le recruteur, il s'arrache la tête. Oui, mais et avec une donne qu'on n'avait pas vue depuis longtemps, ou du moins qui est apparue, c'est dans cette relation au travail, c'est ma propre relation par rapport à mon organisation du travail. Avant, effectivement, on avait travaillé posté. Je deviens mon patron, en fait. Oui, je suis ma propre TPE, c'est-à-dire que je gère mon temps de travail comme je l'entends. Et vous avez des stratégies d'optimisation qui vont se présenter sur le marché, auxquelles les employeurs vont devoir répondre. C'est-à-dire, je recrute un cadre, et le cadre vient à l'entretien en disant, très bien, mais moi, c'est ça. C'est 3 ou 4 jours de télétravail, y compris si la politique interne est à 2 jours. Exact. Et on voit de plus en plus d'entreprises dire je ne veux pas rentrer dans ce processus-là, me vendre à tout prix, sinon donc je refuse. Bah oui, mais surtout parce que je décale, je fais rentrer un cadre en 4 jours télétravail, on est à 2. On est à 2, enfin, ça fait une discrimination, une disproportion. C'est le bazar. C'est le bordel. Donc on ne le prend pas. On ne prend pas. Donc on recrute en interne là maintenant. Oui, et on arrive maintenant avec et j'en discutais pas plus tard que la semaine dernière avec le DRH d'un grand groupe français qui dit j'ai été au regret de dire à une postulante non, parce qu'elle voulait travailler 4 jours en télétravail depuis chez elle en province. C'est pas la politique de la maison, et donc pour pas créer de distorsion en interne, même si son profil était exceptionnel, j'ai été obligé de dire non, et ça me met dans la panade parce qu'il va falloir que je trouve quelqu'un d'autre, que je comble ce besoin. Il nous reste un peu de temps. Ces 2 chiffres, je voudrais qu'on les commande parce qu'encore une fois, on creuse un peu plus loin cette relation au travail. En 90, 60%, c'est la proportion de Français qui considéraient que le travail comme très important dans leur vie. On est en 1990. On fait un petit saut, 2021, on sort Covid. 24%, c'est la proportion de Français qui considèrent que leur travail comme très important dans leur vie. Ouais. Comment vous recevez ce chiffre ? Le travail, ça compte plus ? En fait, c'est un effet miroir de ce qui se passe pour moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'équilibre vie privée, vie professionnelle a pris le pas. Aujourd'hui, c'est ce qui ressort en top 1. Un quart le travail. Ouais. Et puis, donc, effectivement, la relation au travail, elle a totalement changé. Donc, aujourd'hui, c'est quelque chose d'important pour... mais pas essentiel. Être payé, mais avoir des loisirs. Pouvoir vivre avec sa vie de famille le mieux possible. Société de loisirs. De société, oui. De et avec une nécessité aux entreprises de s'adapter à ce nouveau paradigme. Et c'est ce qu'a pas compris le gouvernement avec la réforme des retraites. Parce qu'en pensant que le fait d'augmenter de 2 ans l'âge de départ en retraite passerait comme une lettre à la poste, ou pas loin, en vérité, comme le rapport au travail a changé, les gens se sont dit, moi je préfère partir au même âge, en gagnant quitte à avoir moins. En gagnant mais bien moins, sûr. Sauf qu'on ne lui a pas demandé son avis. Exactement. C'est là le schisme s'est passé. C'est pas un débat politique là, c'est un choc sociologique on me prend 2 ans de loisirs. Et le travail n'a plus le même poids pour moi que ce qu'il avait avant ou ce qu'il avait pour mes parents, et donc j'organise ma vie professionnelle, personnelle, différemment de ce que on avait tendance de avoir par le passé. Dominique Largot, vos cadres, ça colle ces chiffres-là ? Totalement. Il y a plus de la moitié des cadres qui disent avoir des difficultés dans l'équilibre vie pro, vie perso, puisque ils sont particulièrement engagés, donc effectivement le travail s'immisce dans la vie personnelle, et du coup ils sont en recherche d'un meilleur équilibre, et ce sujet-là devient prégnant et crucial pour toutes les entreprises. Et on a effectivement de plus en plus d'entreprises qui réfléchissent, y compris dans la négociation, ce que vous disiez tout à l'heure, la négociation au moment du recrutement, sur le package cadre de travail, quelles sont les conditions de travail, à augmenter le télétravail, à imaginer d'autres choses. On a aussi le sujet de la semaine de 4 jours. J'allais doucement y venir. Qui commence à pointer assez fortement. Et dans ce cadre-là, par exemple, sur la semaine de 4 jours, les entreprises qui sont passées à la semaine de 4 jours ont vu multiplier par 2 les candidatures sur le papier du Monde avant-hier sur pas le début de l'explosion, mais enfin une vraie prise de conscience. Ils vous disent quoi, vos cadres ? Parce qu'on était sur le rapport de subordination, restons-y. Chacun est un peu patron de sa petite TPE, il veut organiser son temps comme s'il était entrepreneur. Est-ce qu'il y a un désir aussi de ne plus être dans le CDI, mais plutôt être dans une relation de consultant ? J'ai le sentiment que le CDI
reste encore paradoxalement majoritaire. Très majoritaire. On est d'accord. 75%. Donc on veut tout en même temps. Et on oublie que au XXe siècle, au milieu du XXe siècle, on avait beaucoup moins de CDI Bien sûr. et beaucoup plus d'indépendants. Donc on arrive à une forme de... Et au début du siècle, il n'y avait que des indépendants. C'est très majoritaire et même chez les jeunes générations, on pourrait Ils se imaginer. protègent avec le CDI. Absolument. Et là, en fait, ils veulent le CDI. Ils veulent et le beurre et l'argent du beurre. Du cadre de travail. Et puis, il y a Alban, c'est vrai ça? Alors, il y a un côté, le freelancing par exemple, Ouais. ou le portage salarial, aujourd'hui, c'est quand même plébiscité majoritairement aussi par des profils qualifiés tech. cadres. IT, Cadre, digital, qualifié cadre. L'autre sujet, dans notre étude, on a vu, nous, une disparité entre novembre 2022 et avril 2023. C'est-à-dire 6 mois. En 6 mois, l'intention de se mettre en freelance a quand même baissé. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même un retour un petit peu sécuritaire aussi, avec l'inflation. Il fait un peu plus froid. C'est-à-dire que, attention, On le c'est constate une aussi. intention. Donc, c'est Ouais. ce qu'on se disait tout à l'heure. Voilà, on est C'est du d'accord. déclaratif. Mais On a plein de rêves. Et puis le CDI, c'est quand même très protecteur. Ça reste protecteur. On est d'accord. aujourd'hui. Oui, mais on est capable de le rompre beaucoup plus facilement que par le passé. C'est vrai. Et en C'est vrai. plus, l'évolution Rupture sur le marché conventionnelle. du travail. Vous savez, c'était Laurence Parisot qui, justement, au moment de la définition de la rupture conventionnelle en 2008, disait le travail, c'est comme l'amour, c'est précaire. Et donc, ils avaient créé la rupture conventionnelle. Et on arrive finalement aujourd'hui au bout du processus où, effectivement, un CDI protège, mais protège tant que j'en ai envie. C'est ça. Et je suis capable Donc c'est de le encore le rompre. salarié qui a la main. C'est la salarié qui a la main. Qualité de vie au travail, pouvoir. Alors ça, c'est des chiffres intéressants parce que vous l'évoquiez, pouvoir choisir ses heures de travail à 45%, avoir plus de jours de vacances à 36%, avoir des options de travail entièrement flexibles 35%. Moi, je ne veux pas faire le réac absolu sur ce plateau, mais enfin, Un peu quand même. un peu quand même. Enfin, je ne suis pas DRH non plus, mais quand même, je me dis, vous voulez à la fois un CDI ultra protecteur, assez peu de contraintes sur ce que je vous oblige à faire en temps de travail, des demandes sur la semaine des 4 jours. Enfin, attendez, excusez-moi, on va où là? Alors, Non, je mets les pieds dans le plat, mais on va où? il y a une équation quand même aussi, c'est-à-dire que ça augmente la relation de confiance, d'autonomie du collaborateur D'accord. L'engagement. avec son patron. C'est son une patron et demande. d'engagement, C'est vrai. une demande. Ça, c'est positif. En revanche, on ne se questionne pas sur comment les entreprises drivent les choses derrière. Et Bah c'est ouais. vrai que le degré, le rapport à la performance a aussi A été diminué. accru. Je Enfin, trouve. de la part d'entreprise, mais de la part des salariés, non. Oui, exactement. Conventionnel. Mais si vous voulez, comment vous mettez le curseur lorsque vous avez plus de télétravail, etc. À un moment donné, le rapport à la performance est obligatoirement. Qu'à la confiance. Ben oui. Je ne peux Ça faire que tangible. confiance à celui que j'ai pas Pas le choix. près de moi. Mais j'ai pas le choix. Exactement. J'ai pas le choix. Alors après, là, on parle aussi de sociétés qui sont des sociétés tertiaires, avec des C'est personnalités. Col blanc, qualifiées. col blanc. Col blanc. Je veux dire, dans les cols bleus, on n'est pas du tout là. La semaine de 4 jours, je veux dire, ils la connaissent avec les 3-8 et des concentrations sur certaines parties de la semaine. C'est vrai qu'on n'en parle jamais de cette semaine. C'est 4 jours en 3-8. Donc, Elle tout ça- existe déjà, cette semaine des 4 jours. Et pour des ouvriers. Alors même si les ouvriers deviennent de plus en plus qualifiés, de plus en plus digitaux, enfin avec des outils digitaux, mais on est en train, finalement, c'est une extension du champ du domaine de la lutte, comme dirait l'autre. C'est-à-dire que des choses qui C'est du existaient, Welbeck. Voilà, paix à son âme. Des choses qu'on connaissait dans l'industrie ou pour les cols bleus, effectivement, se transposent dans les cols blancs. Et puis après, on va avoir un retour en arrière des cols blancs vers les cols bleus. Et on le voit notamment sur le télétravail. Quand vous avez du télétravail qui est permis pour les cols blancs, Qu'est-ce que... Oui, et les cols bleus, ils disent, mais nous, et nous, on peut pas. Donc, c'est pour ça que vous avez de la maintenant des frustration. possibilités de e-formation qui sont beaucoup plus développées C'est vrai. ou des logiques en horaire partagé, en horaire choisi pour leur permettre d'avoir cette flexibilité Ouais. qui est permise pour l'école blanc. une lutte des avec- classes sur la transformation du travail, parce que les gens qui Et de mettent son dans les... organisation. Eh oui, parce que Son ceux qui sont postés disent, mais moi, je ne peux pas faire du télétravail en servant un café. Je vous ai vu sourire tout à l'heure quand je dis ils veulent tout. Je suis un peu dur, mais c'est vrai que celui qui recrute dit, attendez, vous ne pouvez pas me demander 4 jours, plus le... Je peux pas. Est-ce qu'il y a un rapport de force ou... Je suis pas sûre que tous les salariés ou tous les candidats aujourd'hui demandent 4 jours de télétravail, parce qu'il y a aussi une demande assez forte de collectif, de rapport humain, C'est et vrai. donc on est plutôt autour de 2 jours de télétravail. C'est 2 jours, 4 jours. 2, 3. La moyenne, c'est 2 jours en mois. Excepté effectivement dans l'IT, où là on a un peu une surenchère sur le télétravail. Mais avant de nous quitter, est-ce que vous êtes, excusez-moi d'utiliser ce terme un peu fort, mais un peu halluciné de ce qu'on est en train de vivre collectivement là? Quand même, vous qui êtes des spécialistes de ces sujets. C'est un vrai changement. C'est un vrai changement avec un nouveau paradigme auquel tout le monde doit s'adapter. Et pour l'instant, ce ne sont pas les entreprises qui ont la main. Donc c'est pour ça qu'elles sont déstabilisées. Le rapport de force a changé de camp. Et donc les entreprises doivent s'adapter. Et la vraie question, c'est jusqu'où on peut aller trop loin. On est d'accord. Jusqu'où on peut aller trop loin Ouais. quand on est un candidat dans sa demande de package par rapport Ouais. à un Où usage. j'arrête le curseur, Ouais. quoi, pour être sûr de trouver le bon. Vous êtes d'accord? Alors, je suis C'est d'accord. hallucinant ce qu'on vit quand Alors, même. je suis
totalement d'accord, effectivement. Et pour autant, j'ai envie d'avoir aussi une vision un peu positive. Moi, c'est un peu la positive du plateau. C'est-à-dire que c'est pas si noir que ça. Je vois aussi, on voit au quotidien chez nos clients des rebonds de créativité. Il y a des choses qui se mixent collectivement. Ils réfléchissent. Ils réfléchissent, même dans les packages, les petites entreprises de moins de 50 salariés qui arrivent à faire des choses détonnantes et qui bougent un peu tout ça, si vous voulez. Donc, oui, bien sûr, il y aura toujours des divas. Au niveau des candidats, il faut savoir les recadrer et leur dire les choses aussi. Ça, c'est dit. Et les conseiller. Ouais. Mais un petit coup de règle. Tu vas trop loin. C'est pas tout noir. Je suis totalement d'accord avec ce qu'Alban vient de dire. La diversité des packages et la possibilité d'être un peu créatif dans les packages, ça joue énormément. En fait, c'est vraiment un sujet d'attractivité. Oui, et puis de différenciation des entreprises. Un peu de communication. Il vaut mieux ne pas promettre des choses qu'on ne pourra pas tenir. Absolument. Mais par contre, être vraiment au clair sur ce qu'on peut ouvrir. Donc, ne survendez pas. Voilà. Soyez honnête, ne survendez pas. 10 secondes. Et avec cette ère de l'individualisation du rapport au travail, vous avez la technologie et les nouvelles technologies qui vous offrent des possibilités énormes dans les packages d'offrir des services qui n'existaient pas avant. Juste en résumé, je pense à une petite boîte qui s'appelle TIL qui fait de l'accompagnement à la santé mentale. Aujourd'hui, on sait que dans nos professions, on est beaucoup plus fragile, l'engagement est beaucoup plus fort, en tout cas en demande, et donc on peut beaucoup plus facilement vaciller. Et vous avez cette petite boîte, TIL, qui propose un accompagnement dans un package d'entreprise avec des accès à des psychologues sur un accompagnement au quotidien. Et ça du service, du bien-être salarié. On est d'accord. Merci à vous trois. Vous me faites peur, Alban. Oui, excusez-moi. Non, mais je voulais juste le placer quand même parce que les entreprises aussi vont beaucoup plus dans le partage de leur propre succès. PPV, prime de partage de valeur, etc. Et ça, bravo à eux quand même aussi. De partager aussi le fruit de la réussite. C'est un débat d'inflation, puis c'est un débat purement politique, ça, du partage de la valeur, avec un texte qui se profile et qui arrive. Merci à vous trois. Dominique Largot, délégué régional IDF Île-de-France, APEC. Merci à Alban Armand, ça y est, c'est entré, directrice Robert Half. Et merci à Marc Landré, associé SIA Partners. Merci pour ce beau débat. Merci. On termine avec Fenêtre sur l'emploi. Tiens, on ne va pas être dépaysé, on va s'intéresser à l'engagement. C'est Julien Breuil, EDC Business School, qui a compilé pas mal d'études passionnantes sur ce sujet et on l'accueille. Fenêtre sur l'emploi. Tiens, pour rester dans l'esprit du débat engagement, désengagement, est-ce qu'on va un peu loin est-ce qu'on exagère un peu en parlant de désengagement? On en parle avec justement Julien Breuil. Bonjour Julien. Bonjour. Directeur relations entreprises au groupe EDC Business School. Alors on vient d'avoir un débat sur cette espèce de révolution du travail, du désengagement ou du réengagement. D'abord, il y a quand même des éléments fondateurs qui justifient ce mot de désengagement. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on désengagement, réengagement, déjà c'est un concept, on l'abordera tout à l'heure, entre désengagement, motivation, implication. Mais ce qui est certain, et vous l'avez dit, c'est que il y a des éléments fondamentaux qui, en tout cas, posent des fondations sur un potentiel désengagement. Le premier, c'est la relation au travail. Je crois que ça a été abordé dans la table ronde précédente. La relation au travail des salariés et des Français a considérablement changé. La place du travail n'est plus essentielle. Elle n'est essentielle que pour 24% des salariés versus 60% dans les années 90. Le deuxième, c'est assez extravagant. C'est une chute brutale. Ah oui, c'est pas 60-55. Non, tout à fait. Alors, il y a quand même un laps de temps qui est quand même important. Ça aurait pu être intéressant, d'ailleurs, statistiquement, de faire l'étude pré-Covid et post-Covid. On y reviendra, parce que je pense que le Covid est un élément catalyseur de l'évolution du comportement des salariés. Le deuxième élément, c'est le niveau d'appartenance des salariés à leur entreprise. Alors, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas un sentiment d'appartenance. On sait simplement que 38% avaient un sentiment d'appartenance très fort ou étaient tout à fait d'accord avec cette notion-là et qu'on est passé à 20%. Et puis, symbole un peu de tout ça, c'est le niveau d'absentéisme. On voit que le niveau d'absentéisme a tendance à progresser. Alors, il faut être vigilant parce qu'il y avait des notions de Covid aussi sur les années écoulées, un peu moins là sur l'année 2022. Mais le pourcentage de salariés qui ont eu un jour d'absence progresse et est bien plus supérieur à ce qu'on a pu connaître en 2019, par exemple. Vous évoquiez le débat du vocabulaire, désengagement, démotivation, manque d'implication. Comment vous le situez, ça ? Mon analyse, ça serait de se dire que le désengagement, c'est quelque part un peu la quintessence de ce qu'on peut attendre d'un salarié, d'une relation entre un salarié et une entreprise. C'est le sommet. C'est le sommet.
En amont, il y a sans doute la motivation. Est-ce que je suis motivé, pas motivé? Là, on revient avec la notion de travail. Bon, là, clairement, on voit qu'il y a quand même une certaine baisse de motivation des salariés, puisque 36% nous disent que leur motivation a baissé. Bon, je me fais l'avocat du diable, il y en a quand même 64% qui vous disent qu'elle est restée stable ou qu'elle a augmenté. Mais enfin, c'est un chiffre quand même assez fort en baisse de motivation. Après, il y a l'implication. Est-ce que je suis impliqué dans ce que je fais? Oui, je fais mon travail, et même j'ai tendance à dire que je le fais plus que ce qu'on me demande. 77% nous le disent. Et ensuite, il y a l'engagement. Bon, les salariés nous disent, d'après les études qu'on a pu avoir, beaucoup sur les études soit de Malakoff, soit de l'IFOP, qu'ils n'ont pas le sentiment d'être moins désengagés. Il n'y a que 14% qui nous disent je ne suis pas moins engagé qu'avant. Et on en revient justement à la table ronde précédente ou au propos. C'est simplement la relation au travail qui a changé et que le niveau d'implication ou d'engagement que je mets, il est important, mais il faut qu'il y ait un juste retour et qu'effectivement, ensuite, il y ait une promesse d'entreprise qui corresponde à mes attentes. Et c'est là où le bas blesse. C'est là où le bas blesse, ça revient à l'importance de la place du travail dans nos vies. Dans nos vies. Et la proportion qu'il occupe. Exactement. Comment on reconstitue, comment on recrée ce lien, j'allais dire, de confiance entre le salarié et l'entreprise? Bon, la finalité, c'est d'avoir un matching entre les attentes des collaborateurs et les propositions faites par l'entreprise. Ça, c'est le grand rêve. Ça, c'est le grand rêve. On voit qu'il y a du décalage, notamment sur les notions de conditions de travail, mais pas uniquement. Je trouvais intéressant d'ailleurs que lorsqu'on regarde les éléments fondateurs de ce que peut être l'engagement, il y a beaucoup d'items qui sont quand même liés plus spécifiquement au poste, à l'entreprise, et pas simplement aux conditions de travail. Globalement, ils nous disent que ils veulent être utilisés, enfin qu'on utilise leurs compétences à leur juste mesure. Qui renvoie à la notion de reconnaissance. Ensuite, il y a l'utilité et le sens du métier. Ensuite, il y a effectivement l'autonomie. Tout à l'heure, on a parlé presque de freelance au sein de leur propre entreprise. Je veux être autonome, je veux qu'on me reconnaisse. En tout cas, je veux avoir quelque chose, un métier qui ait du sens et sur lequel, effectivement, j'ai un intérêt à le faire. Et donc ça, ce sont des dimensions, j'allais dire, plus professionnelles, autre que purement sociologique. Donc un tout dernier mot, peut-être un meilleur accompagnement de formation, de quoi? Qu'est-ce qui fait qu'un salarié dira oui, ça y est, ils m'ont réengagé là? La formation, c'est quand même le sujet qu'on traite depuis beaucoup d'années, c'est-à-dire que tous les salariés, les cadres nous disent je veux être formé, le gouvernement a bien compris qu'il fallait avoir une formation tout au long de la vie, et c'est souvent le principal élément sur lequel il y a une insatisfaction. Je crois qu'il y a surtout effectivement la prise de conscience qu'il y a des attentes qui ont changé, la relation au travail ne sera plus du tout la même que ce qu'on a pu connaître, et surtout, il y a un marché de l'emploi qui est dynamique, c'est-à-dire que le rapport de force entre les collaborateurs et les entreprises, il est inversé là. Il va durer jusqu'à 2030, puisque de toute façon, il y a un déficit démographique. Bien sûr. Donc, les départs pour l'instant, c'est à l'entreprise de s'adapter. C'est pas simple, clairement, parce qu'il y a des attentes fortes. Mais si aujourd'hui, un salarié a des attentes et veut reprendre le contrôle de sa vie, et c'est ce qu'a révélé le Covid, si l'entreprise a un modèle patriarcal, il y a conflit, et donc forcément, il y a une démission et du turnover. Merci Julien Breuil de nous avoir éclairé en compilant toutes ces études, directeur des relations entreprises. On est très en retard au groupe DC Business School. C'était un vrai plaisir, comme chaque jour, de partager cette émission avec vous, avec toute l'équipe, évidemment, Raphaël à la réalisation, Héloïse et Alexis au son. Et je remercie évidemment l'équipe de programmation, Nicolas Juchat et Alexis, que je salue. Merci à vous, merci pour votre fidélité et tous vos messages. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.